Clinton, McCain, Obama, qui sera le 44e président ou présidente des États-Unis? Républicain ou démocrate, qu'est-ce que cela change pour les Américains et pour le reste du monde? Des questions et des réponses dans un nouveau numéro de Sur Parole avec nos deux invités, Stuart Hogan du Parti républicain et Constance Borde, superdéléguée du Parti démocrate. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Sur Parole et merci déjà au Musée de l'Armée, ici à l'Hôtel des Invalides, de nous accueillir pour ce tournage. Alors, Constance Borde, bonsoir. Bonsoir. Stuart Hogan, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de voir ensemble un petit reportage sur l'évolution de la campagne électorale jusqu'à aujourd'hui, je voudrais vous demander à tous les deux de faire un petit peu le point sur votre rôle. Constance Borde, vous êtes représentante des démocrates en France, à l'étranger. Ça veut dire quoi? C'est quoi le job, comme on dit aux États-Unis? Premièrement, le job est de recruter des votes et de faire connaître aux Américains qui peuvent voter à l'étranger dans les élections américaines. Et ça depuis... Donc non seulement les primaires, ils votent pour les primaires. Ah, la primaire, je ne dis pas que c'est récent, mais c'est très récemment qu'on a vraiment une telle facilité de voter dans une primaire. Dans les années 70, c'était très difficile de voter de l'étranger, et pour les démocrates et pour les républicains. Notre rôle était de le rendre plus facile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'Américains de l'étranger qui votent que par rapport à il y a 4 ans ou les années précédentes? Juste dans les dernières années, depuis la dernière primaire, ça a triplé, sinon 4 fois plus de votes qu'avant. Stuart Hogan, votre rôle, c'est la même chose pour le représentant du Parti républicain? Que je fasse d'un autre côté de spectre politique. C'est pour les républicains en France et en Europe. Et moi, je focalise plutôt sur la communication pour le groupe, mais aussi faire mobiliser les votes. Donc c'est inciter les électeurs républicains à aller voter. Et communiquer comment on peut voter, comment on devrait voter, comment on devrait communiquer. Et est-ce que vous faites aussi tous les deux ce qu'on appelle, d'après un très vilain mot américain, du lobbying ici en France? Non. On a absolument, non, mais les républicains peuvent, parce que nous sommes en fait, les démocrates sont un vrai parti de parti politique, de parti démocrate. Donc nous sommes restreints à toutes les lois et toutes les restrictions qu'il y a sur le Parti démocrate aux États-Unis. Les républicains ont une structure. Je lui laisse parler pour lui-même. Non, on est structuré différemment. On ne fait pas partie du Republican National Committee. On est un groupe à part, mais ça ne change pas vraiment la réalité. Nous, on ne fait pas de lobbying. L'essentiel de votre travail, c'est d'essayer de convaincre les électeurs de participer aux élections. Et plutôt de les faire savoir qu'ils peuvent participer dans ces élections. Alors justement, cette campagne, elle est passionnante et elle a passionné d'abord, on vient de le dire, les citoyens américains eux-mêmes qui ont participé, qui ont voté en masse lors de ces primaires. Une campagne très longue aussi et donc aussi très chère qui a commencé officiellement début janvier dans l'Iowa. On va voir un rappel en images avec Ilham Taoufiki. Solving the big problem now is the one who was really approved Au départ, ils étaient 8 candidats chez les démocrates, 9 chez les républicains. Le 4 novembre prochain, les gagnants de chaque parti s'affronteront lors de la présidentielle. Mais pour arriver en finale, il faut d'abord engranger le plus de délégués possible. Ces délégués sont élus dans chaque État. Ils représenteront les candidats aux conventions des partis l'été prochain. 2 modes de désignation, le caucus, une réunion où l'on rejoint physiquement le groupe de son candidat, ou bien la primaire, une élection classique à bulletin secret. 3 janvier 2008, top départ en Iowa, ce caucus a valeur de test. Premier coup de théâtre, 2 outsiders remportent la victoire. Le ton est donné, une règle est dictée. Dans ces primaires, rien n'est joué d'avance. C'est vrai surtout chez les démocrates. Très vite, 2 prétendants se démarquent. D'un côté, Barack Obama, noir, jeune, inconnu 3 ans plus tôt,
décrété candidat de l'espoir et du changement. Nous allons changer le cours de l'histoire. Nous allons opérer un tournant pour le changement dans ce pays. Il a un atout, celui de captiver les foules. Obama est le chouchou des médias, des people et des jeunes. En face, Hillary Clinton, figure connue, 60 ans, dont 30 passés sur la scène publique. Son atout, son expérience, son mari, elle le place en première ligne. Depuis le début, ils sont au coude à coude. Même le Super Tuesday n'a pas pu les départager. Alors on dépense sans compter, tous les coups sont permis. La guerre se joue aussi sur la toile. Une photo d'Obama en boubou diffusée par l'écurie Clinton. Le message, Barack serait musulman. Hillary joue aussi sur la peur. En cas de menace extérieure, elle répondra présente. Il est 3 heures du matin. Vos enfants dorment paisiblement, mais à la Maison-Blanche, un téléphone sonne. Quelque chose se passe dans le monde. Vous voterez pour la personne qui devra répondre à cet appel. I'm Hillary Clinton and I approve this message. Sur le même mode, Obama lui rappelle que, contrairement à elle, il était contre la guerre en Irak. Le président qui répondra à cet appel ne devrait-il pas être celui, le seul qui a eu le courage et le discernement pour s'opposer à la guerre en Irak depuis le début? Les primaires démocrates, un feuilleton à rebondissement qui explique peut-être l'engouement inégalé des Américains. Depuis 6 semaines, les taux de participation explosent. Les jeunes aussi se mobilisent massivement. 20% du corps électoral, soit 43 millions d'individus du jamais vu. Moins d'enthousiasme pour les républicains, c'est vrai. Mais il faut dire qu'il n'y a pas vraiment eu de suspense. Très vite, John McCain s'impose comme le candidat du parti pour la prochaine présidentielle. Battu, ses adversaires se sont tous retirés de la course. Chez les démocrates, qui remportera la victoire? Les 2 candidats ont jusqu'à juin pour faire la différence. Avant de parler de l'économie américaine ou de la politique étrangère des États-Unis, commençons donc par parler de ces 3 candidats. On va commencer par John McCain. Il sera le candidat républicain en novembre. Alors, Stuart Hogan, McCain, c'est un vrai républicain? Oui, je le pense. Je pense qu'il faut bien remarquer qu'on a quelqu'un comme Mitt Romney qui s'est construit comme un vrai Reagan Republican, style qui a fait les 2 Bush et tout ça. Il n'a pas eu de traction dans les primaires. Ouais. Je pense qu'il y a une évolution au cœur du Parti républicain, un peu vers le centre. Et je pense que John McCain est le bon candidat au bon moment pour les républicains. En même temps, on dit, vous parlez du centre, on dit qu'il ne plaît pas beaucoup à toute la frange, disons, conservatrice, la frange de droite du Parti républicain. Comment est-ce qu'il va parvenir à concilier ces deux partis du... D'abord, je pense qu'il a déjà presque tout le soutien qu'il en a besoin. En fait, on a Mitt Romney, on a Mike Huckabee, on a aujourd'hui George W. Bush ou hier. Qui sont tous derrière lui. Qui sont derrière maintenant. Ouais. Et là, ça va déclencher la machine de guerre de famille Bush. Et je pense qu'il a tout le soutien qu'il le faut. Quoi. Alors, vous venez de parler de George Bush. Être l'héritier de George Bush après les 2 mandats de George W. Bush, c'est pas très commode pour un candidat. Vous m'avez pas dit que vous allez poser des questions difficiles, franchement. Non, je pense que c'est pas le plus facile de suivre 8 ans de George W. Bush. Il n'est pas populaire aux États-Unis et sur le plan international, évidemment moins. Mais en même temps, c'est pas à dire que John McCain n'était jamais vraiment le protégé de George W. Bush. Ils étaient face à face sur plusieurs issues, plusieurs questions. Et il ne plaisait pas tout le temps la famille Bush et George W. Bush. Je pense qu'il a suffisamment de distance, mais suffisamment de credentials, de qualité, de capacité conservateur, qu'il est un bon candidat au bon moment. Donc pour vous, c'est le meilleur candidat possible pour les Républicains? Absolument. Pas seulement parce qu'il a été choisi par les électeurs, mais d'une manière vraiment, si vous faites une analyse politique, c'est le meilleur candidat? Pour le moment, oui, absolument. C'est un homme d'intégrité avec une histoire exceptionnelle, un vrai héros de guerre, et puis je pense que c'est vraiment un bon candidat pour nous. Alors, Constance Bord, côté démocrate, en tout cas, le marathon continue. C'est un combat sans pitié entre Hillary Clinton et Obama. Est-ce qu'au final, ces attaques l'un contre l'autre, cette division du camp démocrate, est-ce que ça peut profiter aux républicains? Pour le moment, je dirais non, parce que tout ce que ça a l'air de faire, c'est de faire voter encore plus de gens. On n'a jamais vu une campagne aussi passionnante. Les États-Unis entiers est passionné.
ça fait voter beaucoup plus. Je crois qu'on a doublé le nombre de gens qui sont venus voter dans les primaires cette fois-ci. Il y a des dizaines de millions d'Américains qui ont participé à ces... Absolument. Et vous pensez que le fait qu'il y ait beaucoup d'Américains qui s'intéressent à ces primaires, c'est plutôt favorable au Parti démocrate, plus favorable aux démocrates qu'aux républicains? Ah oui, parce que les républicains n'ont pas vu augmenter leurs chiffres comme les Dans démocrates. la même proportion, oui. Dans la même proportion. Je ne dis pas qu'en mois de novembre, ils ne viendront pas tous en grand nombre pour voter. Oui. Non, mais un primaire n'a jamais, d'habitude, il y a vraiment une toute petite majorité des gens qui votent, minorité des gens qui votent dans les primaires. Et cette fois-ci, c'est assez spectaculaire de voir le nombre de démocrates qui votent. Les républicains, c'est dans les chiffres normaux, je crois. Vous, Stuart Hogan, du côté républicain, ce combat dans le camp démocrate, c'est une bonne chose pour vous, la division des démocrates? Ça peut couper dans les deux sens. Hein. Franchement, c'est vrai que ce que Kanye dit, que ça mobilise beaucoup de monde. Mais bonne question, après que l'un ou l'autre des candidats soit éliminé, est-ce qu'ils vont revenir au mois de novembre pour voter pour les démocrates? Et il ne faut pas oublier, John McCain, lui aussi, il attire beaucoup d'indépendants et centristes. D'accord. Je dirais même que jusqu'au Texas, je pense que ça a joué favorablement. Étant donné que les résultats ne sont pas très décis et on ne sait toujours pas qui va gagner. Oui, c'est toujours la décision complète. Hein, oui. Je dois dire que c'est pas très bon pour les nerfs. Et franchement, si vous voulez, cette pub que Hillary a fait avec l'appel téléphonique à 3h du matin. Oui, l'appel en pleine nuit pour savoir qui devait répondre au téléphone. Si les Américains répondent vraiment à cette question, ça risque d'être John McCain qui aimerait bien avoir... Oui, plus qu'Hillary Clinton. Exact. Oui, et si elle utilise toutes ces attaques pour son campagne. C'est mieux dire quand elle utilise. Je me demande ce qu'elle va réserver, si c'est elle, pour la vraie opposition. Et c'est d'aller un peu forte par rapport à un autre démocrate. Oui. Parlons un petit peu de ces deux candidats démocrates. Quels sont, en quelques mots, les atouts et les faiblesses d'Hillary Clinton, d'abord? On est en train de voir quelque chose. Je me doutais au début de la profondeur de ce qui se passe dans cette histoire. Et c'est encore un peu tôt pour analyser. Mais si vous voulez, Hillary Clinton est le vrai candidat du Parti démocrate. Barack Obama, il vient de quelque part de l'extérieur un peu. Il n'était pas du tout attendu. Et ce n'était pas du tout attendu que quelqu'un comme lui peut même aller plus loin que 2 États. Donc une des faiblesses de Hillary Clinton, c'est justement d'avoir laissé émerger ce candidat qui vient de nulle part. Ce n'est pas elle qui l'a laissé émerger. Quelque chose s'est passé avec ce candidat. Il faut dire qu'il est un candidat redoutable et assez formidable. Lui aussi, elle aussi, c'était le candidat de nos rêves. Enfin, on aurait une femme dans le Parti démocrate. Donc, elle a pris le fait qu'on a 2 candidats, ça nous a pris par une surprise. On le voyait venir, mais on n'était pas vraiment sûr qu'il irait jusqu'où il est. Et non seulement ça, il a vraiment capturé les cœurs d'énormément de démocrates dans le parti. Donc le parti s'est divisé un tout petit peu. Capturer les cœurs, on lui reproche aussi parfois d'avoir un discours un petit peu, j'allais dire, angélique, un discours l'espoir c'est moi, le changement c'est moi, beaucoup de mots. Non? Si vous l'écoutez, oui c'est vrai, c'est la critique parce qu'il faut bien critiquer, mais si vous l'écoutez, il a une réelle politique, il a des experts avec lui. Mais c'est vrai qu'il y a un discours qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la politique. Il y a un discours de paix, de gentillesse. Elle a essayé beaucoup de fois de l'attaquer pendant les derniers mois, sans résultat. C'est juste maintenant, depuis Texas, je pense qu'on va avoir une deuxième étape dans cette campagne. Et c'est ça qui commence à me faire peur. Là, on peut dire que Barack Obama est pratiquement aussi atypique dans le camp démocrate que John McCain est atypique dans le camp républicain. Ce serait intéressant d'avoir un face-à-face entre ces deux candidats qui ne seraient pas en fait les candidats de leur parti. Moi, je dirais que sans critiquer Barack Obama, que John McCain est peut-être plus atypique dans le camp républicain que Barack Obama dans le camp démocrate. Il faut voir, en fait, on a 2-3 exemples de candidats qui sont arrivés au président sans beaucoup d'histoire. On peut aller jusqu'à John F. Kennedy, qui n'avait
pas beaucoup d'historique. C'était plutôt style Barack Obama, et en fait, il y en a qui il avait sa famille, l'appellent il avait sa famille derrière lui, Kennedy. Hein, exact. La famille Kennedy, la famille Kennedy, qui était déjà très connue. Et là, difficile, s'il n'avait pas fait assassiner, on ne sait pas exactement ce qui serait passé dans la présidence. D'un autre côté, on avait Ronald Reagan, qui est venu de Californie, 8 ans de gouverneur de l'État de Californie, qui est énorme, mais en même temps, sans être vraiment connu. Et il est devenu un président très respecté. Mais ce n'est pas un obstacle dans l'histoire des États-Unis. Jimmy Carter n'était pas connu. Oui, mais c'était un très mauvais président aussi. Ça nous fait peur qu'ils étaient. Oui, enfin, il a été élu. Oui, exact. Ça peut arriver. Alors, Constance Borde, le fait que Barack Obama soit noir, enfin métis, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Ou plus un avantage qu'un inconvénient? Beaucoup plus un avantage. D'ailleurs, c'est tellement tentant pour beaucoup de monde de voter pour lui parce que on surmonte un grand problème américain de racisme que nous avons. Et sachant qu'il peut y avoir un noir que tout le monde aime, que personne ne le voit comme noir ou blanc ou métis, sans vouloir faire de la psychanalyse, pour les Américains, peut-être le fait de voter Obama, c'est presque une sorte de rédemption, de se faire pardonner les années de racisme. D'ailleurs, j'ai entendu même des républicains qui disent c'est formidable et on aimerait bien. Non, il ne faut pas oublier, c'est pas le premier candidat noir qu'on a pour la présidence. Mais comme j'ai dit il y a quelques semaines, on avait Jesse Jackson et Al Sharpton, et voilà, ces gens qui hurlent et qui exigeaient le droit de participer dans ce système politique. Mais qui était beaucoup moins rassembleur que lui. Oui, et Barack Obama, il n'exige pas le droit de participer. Il se propose comme le leader de notre système. C'est complètement différent comme approche. Et je ne vais pas dire qu'il est plus blanc que noir. C'est quelqu'un qui se propose comme il est. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'il joue bien son rôle de noir, non plus de noir américain. Il a quand même un passé, il en est très fier. Et, donc, il assume complètement. Oui, il a l'air vraiment bien dans sa peau. Un mot sur les médias américains. Est-ce qu'on peut dire que globalement, les médias américains soutiennent Barack Obama plus que McCain ou même Hillary Clinton? J'ai une théorie sur ça. Et je commence à voir une sorte de pattern se fait. Et je vois que cette élection était très intéressante pour la presse, il faut dire, parce qu'on lit beaucoup plus de journaux à cause de ça. On regarde la télé 10 heures par jour. Vous pouvez demander aux Américains. Ils sont en train de suivre ça comme un feuilleton. Il y a une petite industrie qui s'est créée autour de ça. Non seulement de télévision et de radio et de journaux. Et Internet, évidemment. Mais aussi d'Internet. Une créativité extraordinaire qui sort de Hollywood à cause de ça. On est en train de faire des films, des clips, des chansons, tout. Et puis, ça va très bien comme ça. Donc, j'ai remarqué qu'au début, on a soutenu Hillary. Ensuite, on a soutenu Barack Obama pendant un petit moment. On a changé la semaine dernière. Quand vous dites on, ça veut dire pratiquement toute la presse? Il y avait une unanimité. J'étais orienté vers Barack pendant une période. Oui, c'est ça. Et je ne pense pas... Vous diriez que la presse est favorable Je pense qu'il était favorable, il posait des questions moins difficiles, mais quand même, il n'a pas le même niveau d'historique. Il est moins connu. Il y a moins de choses à critiquer, on fuit, et finalement, s'il est le candidat pour les élections générales, on va connaître ce jeune homme. Oui, mais quand le Texas s'est approché, on a vu il y avait 10 jours où Hillary prenait le devant dans la presse. Oui, et c'était intéressant que ça s'était arrivé après ce truc chez Saturday Night Live. Oui, est-ce que vous avez vu? Oui, j'ai vu ça. C'était drôle comme tout, mais je pense que ça avait un effet sur le média, qu'ils ont changé un peu de côté. Parce qu'elle a dit dans le débat, elle a dit, je vois que la presse préfère Obama, c'était même sur Saturday Night Live, donc ça a fait réaliser la presse. Oui, elle se plaignait en fait qu'on posait des questions beaucoup trop faciles, beaucoup trop simples pour lui et qu'on réservait les... On le pouponnait. Je ne suis pas sûr, c'est sûr, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai, mais au moins ça a marché pour elle. Je pense qu'elle a pris l'avance. Faites attention parce que maintenant il y a un retour à la sympathie pour Obama. Ça a commencé ce matin. C'est le pendule qui bascule de nouveau. Donc on va sympathiser Obama. Alors, on suit beaucoup aussi en France et en Europe ces primaires avec ce décompte tous les jours des délégués. Alors on sait aujourd'hui que
même si du côté démocrate, du côté républicain c'est fini, mais du côté démocrate, si Obama et Hillary Clinton gagnaient tous les délégués qui restent à distribuer, ils n'arriveraient pas au nombre. Donc de toute façon, ce sont les superdélégués qui vont faire la décision, sauf si un des deux abandonne d'ici la convention. Vous êtes, Constance Bord, superdéléguée, donc quelque part, vous allez faire la décision. C'est les superdélégués qui vont décider qui sera candidat ? Nous espérons, parce qu'il y a quand même... Le pire des cauchemars. Mais nous espérons que non, il y a quand même la possibilité encore que quelqu'un gagne juste les derniers délégués pour pouvoir arriver aux chiffres nécessaires pour être élu. Mais ça risque de tomber sur les superdélégués. Et voilà. Dans les superdélégués, il y a des gens comme moi, je suis un membre du parti seulement. Je ne gagne pas d'argent dans ce que je fais, ce n'est pas ma profession et ça ne touche pas vraiment ma vie personnelle. Tandis que vous avez dans tout ça aussi des sénateurs, des représentantes et des gouverneurs. Et eux aussi, ils sont superdélégués. Mais eux, leur vie dépend... Ce qui veut dire que le choix va être très Qu'ils soient difficile. avec le gagnant. Plus ou moins. Donc vous avez l'impression que les superdélégués, au dernier moment, ils vont soutenir celui qui a le... C'est dans leur intérêt. Oui. C'est pas forcément l'intérêt du public, ce sera l'intérêt de chacun d'eux. Oui, Et il ne faut pas oublier, il y a trois choses qui risquent de poser vraiment des problèmes pour les démocrates. C'est cette question, si la décision tombe sur les superdélégués, ou bien Michigan et Floride, qui vont rentrer dans la question. Et de plus... ça, il faut préciser simplement, pour l'instant, la Michigan et la Floride, ils ont été mis... Du côté démocrate, ils sont exclus. Voilà. Et de plus, franchement, il ne faut donc pas oublier... Donc on ne comptera pas, pour l'instant en tout cas, on ne comptera pas les délégués du Michigan et de la Floride. Mais ça pourrait changer. Oui, ça pourrait changer. Donc on saura définitivement du côté démocrate, probablement il faudra attendre jusqu'à la convention. Non, je pense qu'on va essayer de mettre fin à ça au mois de juin et comme ça on rentre dans la convention avec un candidat choisi. Un petit mot avant de passer à l'économie sur la question des religions. La religion, on sait qu'elle est très importante aux États-Unis. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans cette campagne ? On a en image en souvenir cette image de la photo d'Obama avec son turban qui était montrée dans la campagne. Vous savez, c'était une photo qui avait été prise quand Obama avait été, je crois, aux funérailles de son père au Kenya. Est-ce que c'est important, la religion, on en joue l'un contre l'autre? Non. Un tout petit peu, il y avait des très méchantes choses sur l'Internet, un peu de quoi il était dans un madrasa et qu'il était un... Du côté républicain, ça ne peut pas déterminer le rejet de McCain, qui n'est pas considéré comme assez religieux? Non, je pense que c'est pas... Je pense que non, pas cette année. Je pense qu'ils seront derrière John McCain. Mais là, je pense que ce qui se passe côté démocrate avec Barack Obama n'est pas religion. Mais je pense qu'il y a une stratégie qui joue avec beaucoup de monde et ça risque de passer avant les élections générales, s'il est sur le ticket aussi. C'est qu'ils utilisent cette question d'être musulman comme un code pour être noir. Et c'est un moyen pour les gens pour qu'ils puissent s'attaquer à Barack Obama sur la question de race sans dire noir. Une attaque assez lâche. Oui, car s'attaquer aux musulmans aux États-Unis, ça c'est malheureusement grosso modo acceptable. S'attaquer à un noir, ça ne marche pas. Et je pense que c'est presque devenu un mot code dans... tout petit peu très petit peu. Mais ça risque peut-être de se retourner contre ceux qui utilisent ça va revenir pendant les élections générales, c'est sûr. Il ne faut pas se tromper. Il est chrétien depuis le début. Il est même assez chrétien, comme vous le savez. Non, je ne voulais pas dire ça. Moi, j'en suis convaincu. Mais j'ai dit que c'est un mot de l'Église réformée protestante. Mais même ce que Hillary Clinton a dit l'autre jour, quand on lui a posé les questions 3 fois. Est-ce que vous croyez qu'il est chrétien ou bien il est musulman? Non, je ne pense pas. D'après tout ce que je sache, elle a dit finalement, c'est pour moi, c'est le pire qu'elle aurait pu dire, car ça laisse ouvrir les portes pour les gens qui voulaient dire que Barack Obama est musulman. Pour certains, ça joue un point positif. Le fait qu'il a une connaissance au moins de monde musulman, ça c'est pour moi un atout extraordinaire. Oui, je crois que pour beaucoup de monde, des voix d'un secteur, d'une partie de l'opinion. Bien qu'il soit plus ouvert au monde et qu'il soit moins fermé sur ces questions. On va passer à l'économie. Rassurez-vous, il n'y aura pas trop de chiffres, pas trop de statistiques, mais dans quel état George Bush laisse-t-il son pays? Quelle influence sur l'économie américaine pourrait avoir l'élection d'un républicain ou d'un démocrate? Et ont-ils des programmes réellement différents à la matière? Un rappel d'abord avec Ilham Taoufiki.
À Washington, la récession est un vilain mot que l'on évite de prononcer en public. Nous sommes optimistes au sujet de notre économie à long terme, même s'il faut bien avouer que certains Américains font face à des temps difficiles. Rassuré, c'est son métier et pourtant la conjoncture n'est pas vraiment au beau fixe. Inquiets, les Américains ont les yeux braqués sur les derniers chiffres de la croissance, pas très engageants. Au dernier trimestre, c'est à peine 0,6%, un ralentissement spectaculaire, bien loin des 5% 3 mois plus tôt. Sur l'ensemble de 2007, on atteint difficilement les 2,2%, le pire résultat de ces 5 dernières années. Alors, comment en est-on arrivé là? Il faut remonter à l'été 2007, le scandale des subprimes éclate. Derrière ce mot barbare, des crédits immobiliers accordés à taux variable à des ménages modestes. Bientôt, ils ne peuvent plus rembourser. Des milliards de dollars distribués sous forme de prêts par des sociétés de crédit échappant à tout contrôle, découpés et insérés dans des produits financiers complexes, puis revendus à des banques du monde entier. En quelques mois, les défauts de paiement contaminent tout le secteur financier. Les banques perdent beaucoup d'argent, les spécialistes redoutent le pire. La récession pourrait s'avérer longue et difficile si un cercle vicieux s'installe, si les problèmes de crédit entraînent des problèmes économiques, qui entraînent à leur tour d'autres problèmes de crédit, ça exacerbera la situation. L'effet tant redouté ne se fait pas attendre, la crise financière se propage au reste de l'économie. Fragilisées, les banques sont plus réticentes à prêter de l'argent. Première victime, les entreprises. Résultat, elles investissent moins et embauchent moins. 17 000 emplois détruits au mois de janvier, une première depuis 4 ans. Les restrictions des conditions d'emprunt touchent également les ménages qui consomment en s'endettant. La crise du crédit se double alors d'une crise de la consommation. Pour noircir le tableau, les prix augmentent et l'inflation frise les 2,7% au 4e semestre. Inflation plus croissance molle égale Bérésina à l'horizon. La Fed agit alors très vite. Depuis septembre, la Banque centrale réduit son taux directeur à 5 reprises. Objectif, alléger le coût du crédit et relancer la consommation, le moteur de la croissance, un dangereux cercle vicieux. George Bush dégaine lui aussi un plan de relance de 168 milliards de dollars. Principaux destinataires, les ménages qui se voient offrir de généreuses remises d'impôts. Les chèques commenceront à être envoyés à partir de la 2e semaine de mai. La mesure sera-t-elle suffisante pour relancer la croissance? On ne sait pas. Une chose est sûre, cette petite enveloppe risque de plomber encore davantage les comptes publics déjà dans le rouge. Le déficit devrait atteindre les 410 milliards de dollars pour l'exercice à venir. George Bush vient de demander un budget de plus de 3 000 milliards de dollars, mais il promet un retour à l'équilibre pour 2012. En clair, il renvoie la balle à la prochaine administration. Alors, le bilan économique et social de George Bush, j'imagine, jugé par une démocrate ou un républicain, n'est pas tout à fait pareil. Votre jugement sur le bilan économique du président sortant? Je vous dis tout de suite, Stuart et moi, nous ne parlons même pas la même langue quand nous parlons économie. Donc vous êtes très positive et lui très négatif, ou j'ai rien compris? Pas exactement. Parce que Stuart, je peux vous dire tout de suite, il va vous citer des chiffres extraordinaires, montrer que c'est un succès extraordinaire. Mais moi, je vais vous parler des expériences que j'ai aux États-Unis. Tous les gens qui souffrent et les gens qui vivent même dans la pauvreté. Ce n'est pas normal. Et je sais que On est plus pauvre, d'après vous, aux États-Unis aujourd'hui qu'il y a 7 ans? Non, mais pour ça, il y a des statistiques. Il y a plus de gens qui vivent en dessous d'une certaine moyenne. Et c'est sûr, on peut généraliser que quand les démocrates sont au pouvoir, ils passent des lois et des avantages d'impôts, etc., qui favorisent la classe moyenne et qui essaient de relever le niveau de pauvreté. Ça a toujours été comme ça. Et avec Clinton, il y avait pas mal de succès. Il y avait même un succès pour les riches en même temps. On peut dire que c'était l'époque, on peut dire que c'était la croissance était plus la forte croissance de high-tech et la croissance de l'époque. On peut dire tout ce qu'on peut, mais tout ce que je peux faire, c'est de constater que quand les républicains sont au pouvoir, que ce soit Ronald Reagan ou avant Ronald Reagan, ou aujourd'hui George Bush, c'est les riches qui deviennent plus riches et les pauvres qui deviennent plus pauvres. Et voilà mon histoire d'économie. Parole à la défense? Pas vraiment à la défense. Je vais dire que quelque chose qui n'est pas
fortement républicain. Je vais dire, oui, on est en difficulté aux États-Unis. Mais tout ce que je vais dire, c'est une difficulté partagée. Ouais. George W. Bush, il propose les choses, mais ce n'est pas lui le Congrès. Il y a 2 maisons de Congrès qui sont contrôlées par les démocrates. Et ce n'est pas George W. Bush qui a implémenté tous ces programmes. On est en difficulté. On est vraiment en difficulté et ça va devenir pire. Mais c'est pas forcément... Sans entrer dans les détails de l'économie, par exemple, tous les budgets qui ont été votés pour la guerre en Irak, ça a quand même plombé les déficits. Oui, les déficits c'est difficile de soutenir... Du budget américain. Je ne vais pas parler de pros ou cons de la guerre en Irak. On y est. Il faudra qu'on paie les frais, là. Et malheureusement, on n'a pas augmenté les impôts. Je dis d'un côté, on n'a pas augmenté les impôts pour payer le coût de cette guerre, mais de l'autre côté... Au contraire, à certaines années, on les a diminués, les impôts. Oui. Et là, franchement, si on dépense, il faudra qu'on soit remboursé d'un côté ou l'autre. Et ça, on n'a pas fait. Ça, ce n'est pas un point de vue tout à fait républicain, mais c'est la vérité. Et par exemple, un président démocrate, est-ce qu'il va augmenter les impôts, ou une présidente, est-ce qu'ils vont augmenter les impôts? Il va augmenter les impôts à partir d'un certain salaire. Il va... Sinon, s'il ne baisse pas les impôts, il offrira des avantages pour l'éducation ou pour les femmes avec enfants, et sur les classes qui ont le plus besoin. D'abord, c'est mieux pour le budget, et deuxièmement, c'est mieux pour la société. Donc pour moi, c'est un win-win. C'est difficile de se faire élu. Et là, ça va être le problème pour les démocrates, car soit ils vont mentir, soit ils vont avoir beaucoup de difficultés. Annoncer pendant les élections que je vais augmenter vos impôts par 20%, difficile, et là, franchement, ça change. Les gens disent, j'ai pas dit ça. Quoi. Et personne n'a menti. Ils l'ont dit tous non, les deux. Ils vont mentir, ils vont avoir des problèmes. Dire tous les deux, et je pense que la plupart de la population, même les riches, parce que vous avez des gens comme Warren Buffett, Warren Buffett, qui est d'ailleurs l'homme le plus riche du monde. Il a fait une émission, mais qui dit clairement, nettement, il devrait payer plus d'impôts lui-même. Il a fait une émission de 1 heure où il a essayé de parler avec le public américain pour leur dire que vraiment que des gens comme lui étaient privilégiés par rapport à sa secrétaire qui était dans la même émission avec lui, qu'elle payait plus d'impôts. Je pense qu'il a 65 milliards de dollars de richesse personnelle. Donc, une question, Constance Borde. Entre Hillary Clinton et Barack Obama, lequel des deux est le plus à gauche d'un point de vue, dans le sens européen du terme, d'un point de vue économique? Oui, ça dépend sur leur sujet, absolument. Parce que ça fait rire, Stuart Hogan. Franchement, par rapport à l'Europe, ils sont à droite. Alors, déjà, Stuart... Bon, mais disons alors, dans la région où ils se trouvent aux États-Unis, disons au centre, ils sont... Qui est le plus à gauche, quand même? On aime bien dire qu'ils sont à gauche, mais je vous promets que ni l'un ni l'autre est à gauche. Mais enfin, si on veut parler de gauche et droite, on peut dire qu'ils sont à peu près pareils, mais qu'il y a certaines choses pour lesquelles elle est plus... Mais prenons quelques exemples, par exemple, sur l'assurance santé. L'assurance santé, par exemple, c'est elle qui est plus à gauche, parce qu'elle veut mettre en place un système de healthcare qui sera obligatoire. L'assurance santé, oui. Oui, et lui, il n'est pas pour que ça soit obligatoire. Il a d'autres façons de le rendre possible pour que tout le monde soit couvert, mais pas par obligation. Pour les retraites, par exemple, des questions comme ça, le système des retraites. Oui, mais ce qui se passe, par exemple, dans un État comme Massachusetts, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque État fait son propre système aussi, mais dans le Massachusetts, on est obligé d'avoir une assurance de santé. C'est très, très, très peu cher. On est obligé de l'avoir, sinon on est pénalisé. Et elle est pour ça, et lui, il ne l'est pas, parce qu'il trouve que ça pénalise les pauvres plus que ça les aide. En question santé, par exemple, John McCain, il défend chacun se débrouille, chacun prend une assurance, chacun doit prendre une assurance privée, ou bien il y a une assurance universelle pour tout le monde. Il est opposé à cette question d'avoir un système national pour l'assurance santé. Et là, je pense que pour la plupart d'Européens, certainement ici en France, je suis en France depuis 18 ans, je profite de votre système de sécurité. Et c'est un système exceptionnel. C'est plutôt un bon système. Oui, mais sauf, même les Français ne peuvent plus payer ce système, même avec le taux d'impôt qui est beaucoup plus élevé. Attends, je regrette beaucoup, mais le système américain tel qu'il est maintenant, où personne n'est couvert, où peu de gens sont couverts, coûte plus cher. Et couvert aux États-Unis, celui qui peut payer. Coûte plus cher à notre gouvernement que le système français coûte aux Français.
au gouvernement français, parce que nous sommes esclaves aux pharmaceutiques et aux assurances. Et vous savez il faut dire, il y a beaucoup d'intérêts dans le système qui risquent de faire augmenter le coût. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais, et là, on devrait changer ça. J'ai jamais entendu le fait que ça ne pourrait pas être changé sur un républicain. Mais ce que propose ces démocrates-là, ce dont on parle ici à nous trois, les questions de santé, c'est très présent dans la campagne électorale en ce moment aux États-Unis. C'est présent dans notre campagne. Ça sera présent si on arrive à parler le vrai politique. Pour le moment, dans cette campagne, on n'arrive pas parce qu'il y a tellement de chansons. D'abord, les deux démocrates sont si proches sur cette question que ça ne joue pas vraiment dans les primaires. Et c'est clair que ça va jouer, je pense, dans les élections générales. D'accord. Entre les républicains et les démocrates, oui. On a entendu dans le sujet qui vient de passer la question des subprimes, la question des crédits immobiliers, qui est quelque chose d'énorme, hein, des milliards et des milliards de dollars. Ouais. Quels sont les points de vue des candidats par rapport à ça, pour éviter que ce genre de crise ne se reproduise aux États-Unis? Est-ce que, par exemple, cette crise des subprimes, elle fait partie de la campagne électorale? On en parle tous les jours dans les médias? Ça fera partie, parce que là aussi, les démocrates et les républicains sont très, très tranchés. Nos deux candidats ne sont pas tranchés, parce que les républicains pensent que c'est la faute des gens qui se sont engagés de trop. Ils auraient dû ne pas s'engager. Et nous, on pense que c'est le rôle du gouvernement, justement, de ne pas faire engager les gens. Par exemple, de renforcer les contrôles sur les banques qui accordent des crédits trop facilement, renforcer les droits des consommateurs. Mais il ne faut pas oublier, on a deux maisons de Congrès qui sont contrôlées par les démocrates. Et c'est eux qui font les lois. Ce n'est pas le président qui fait les lois aux États-Unis. Donc vous êtes en train de dire que les démocrates auraient dû faire passer Ils font partie de ce problème. Il ne faut pas maintenant dire que ça c'est un problème républicain. Est-ce que vous savez combien de fois dans les derniers 4 ans, le Congrès américain a eu la menace de veto plus que jamais dans l'histoire des États-Unis. Donc, chaque loi qui était passée dans le menace de veto, Congrès... vous voulez dire le veto du président Bush. Il faut avoir le courage de s'attaquer, quoi. Il faut le dire. On a eu énormément de courage sous parce qu'il faut expliquer. Le seul élément du gouvernement américain qui est moins populaire que le président George Bush, c'est le Congrès. Il faut expliquer en 2 mots qu'aux États-Unis, si le Congrès adopte une loi, que ça soit républicain ou démocrate. Constance Borde, si le Congrès adopte une loi, le président peut mettre son veto. Il peut s'opposer à la volonté du Bien Parlement. sûr, ça fait partie du système. Et ça prend 60% de sénateurs pour passer outre le veto. Oui. D'accord. Mais si vous avez une interview avec Nancy Pelosi, je vous le souhaite. Qui est la speaker, donc qui est la patronne de l'Assemblée. Et de Harry Reid. Mais Congrès est moins populaire que George W. Bush aux États-Unis, entre le Alors, un dernier mot de politique intérieure. Est-ce que qui est en même temps de la politique internationale, on va faire la jonction avec ce qui suit, est-ce que la protection de l'environnement, la question des énergies renouvelables, est-ce que ces questions-là sont au cœur de la campagne électorale? Vive les démocrates, oui. Les démocrates, oui, mais pas du côté républicain. Pas entre les deux candidats, car encore une fois, ils sont assez proches, je pense, sur la question. Ça va jouer dans les élections générales, mais là, ce que je peux dire, c'est que John McCain est nettement plus green que George W. Bush, et il est nettement moins lié aux intérêts pétrole. D'accord, donc l'évolution, les républicains évoluent grâce peut-être à McCain. Je ne suis pas d'accord. John McCain n'est pas green. Il n'est pas green. Il n'est pas vert, donc pas green. Oui. Il n'est pas green, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Oui. Il est obligé aujourd'hui de jouer un peu green parce qu'il a entendu parler que ça fait gagner une élection et que ce n'est plus possible aujourd'hui. Même George Bush, il a passé quelques lois dernièrement. Lui qui pense que green n'est pas beautiful, il a passé quelques lois. Vous allez finir par regretter Al Gore si ça continue. Alors, non, mais c'est vrai. C'est un sujet purement démocrate. Il fallait vraiment tirer énormément que les républicains voient un peu la lumière. Ils commencent à le voir, mais John McCain n'est pas le président pour l'environnement. On verra. De toute façon, je pense que ça s'imposera à quelques présidents que ce soit. Oui. Alors, il est grand temps de parler de politique étrangère américaine. Les États-Unis et le reste du monde sous George Bush, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'image des États-Unis dans le monde, on va dire, s'est détériorée. Il y a eu le choc du 11 septembre, ensuite il y a eu la guerre et l'occupation de l'Irak, les relations de plus en plus tendues avec l'Iran, l'impasse toujours entre Israéliens et Palestiniens. Un rappel en images avec Ilham Taoufiki. 8 ans que George Bush est à la Maison-Blanche, 8 ans et l'impopularité des Américains dans le monde est à son paroxysme.
Mais où est passée l'énorme capital sympathie soulevée au lendemain des attentats du 11 septembre ? En novembre 2001, personne ne discute la volonté américaine de renverser le régime afghan. L'OTAN suit sans broncher. Avec les attentats du 11 septembre, on a eu un élan émotionnel qui a engagé tant l'essentiel des opinions publiques à l'international que les gouvernements finalement. Donc à partir de là, les États-Unis ont eu des marges de manœuvre assez larges et on a vu notamment que l'OTAN, pour la première fois de son histoire, avait activé son article 51, c'est-à-dire avait fait bloc autour de Washington. La guerre contre le terrorisme est lancée, l'ennemi, Ben Laden, mais aussi l'Iran, la Corée du Nord et l'Irak. Ces pays et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal qui menace la paix dans le monde. Irak, le fer est porté en mars 2003 de manière unilatérale, sans l'aval des Nations Unies. Là, le soutien international vacille. Nouvelle offensive diplomatique cette fois. Au Conseil de sécurité de l'ONU, Colin Powell justifie l'offensive, preuve à l'appui. L'Irak possède des armes de destruction massive. Saddam Hussein est lié à Al-Qaïda. Des documents qui sont bidonnés. Les États-Unis sont totalement discrédités. Dans les sondages, c'est la chute libre sur le terrain irakien, le fiasco, l'insécurité et la règle, la guerre civile se profile et les boys meurent par milliers. À l'intérieur, la sanction arrive par les urnes, les républicains perdent les élections de mi-mandat en 2006. Mais qu'importe, en janvier 2007, 30 000 soldats sont envoyés en renfort. En tout, ils sont 160 000 sur le terrain. La mesure permet de réduire les violences, mais une question reste en suspens. Comment sortir du bourbier irakien ? Bilan de la lutte contre le terrorisme, plutôt mitigé. La politique de Washington crée des vocations et les candidats se recrutent par milliers. Un de leurs champs de bataille, l'Afghanistan où les talibans reprennent du poil de la bête. Sur un autre front, l'Iran et ses velléités nucléaires, une autre épine dans le pied américain. Et les Américains auraient aujourd'hui d'excellentes raisons de se prendre à l'Iran pour des motifs nucléaires, mais le fait qu'ils s'en soient pris à l'Irak précédemment et qui plus est pour de faux motifs, les bloque dans la possibilité qu'il y a pour eux d'aller plus loin. Bush a beau menacer, Mahmoud Ahmadinejad continue de défier la première puissance mondiale, malgré les 3 trains de sanctions votés par le Conseil de sécurité. À la veille de son départ, George Bush veut laisser une trace. En janvier, pour la première fois, il se rend en Israël et dans les territoires palestiniens. À la main, un rameau d'olivier et plein de bonnes intentions. Depuis, il y a eu l'hiver chaud, nom donné à l'opération israélienne sur la bande de Gaza, une réponse aux tirs de roquettes sur son territoire. Bilan, une centaine de morts. Alors, on va reparler du Proche-Orient dans un instant, mais d'abord l'Irak qui a dominé cette campagne, qui va encore le dominer, j'imagine, pendant plusieurs mois. Constance Borde, une majorité d'Américains souhaitent la fin de cette guerre, en tout cas le retrait des soldats américains de l'Irak. C'est votre opinion ? Oui, la majorité le souhaite, et la majorité le souhaite dans les meilleures conditions possibles. Parce que malgré le surge, il y a des chiffres qui vous montrent que ça ne va pas mieux et ça n'ira pas mieux. Il y a tout de même ces derniers temps une diminution de la violence. Ça dépend des mois. De ce que vous lisez et où vous mettez vos croyances. Moi, et je donc ne le mets pas dans les rapports qu'on me donne de l'administration de Bush. C'est fini maintenant, ça fait 8 ans de mensonges. Pourquoi je croirais que ça va mieux? Au départ, Hillary Clinton a voté le budget pour la guerre en Irak. Donc aujourd'hui, elle change d'avis? Drôlement, et elle base sa campagne sur le retrait des troupes en Irak. On peut discuter de comment on va faire ce retrait et quelles seront nos relations après avec le reste du monde une fois que c'est fait. Donc, c'est pour ça qu'elle a un tout petit peu de difficulté vis-à-vis Barack Obama. Parce que Obama, lui, il a même annoncé un retrait des soldats américains dès 2009, dès son entrée en fonction. Tout ça, de toute façon, ils feront ce qu'ils peuvent faire une fois qu'ils sont sur place. De toute façon, ils mentent. Carrément, car ils ne peuvent pas le faire. Vous dites ils mentent. Barack Obama ment sur cette question. C'est impossible. C'est carrément impossible. Même s'il voulait faire, c'est impossible de faire aussi vite que ça. Et ce serait irresponsable. Il peut commencer le retrait. Ce serait irresponsable maintenant. En tout cas, le candidat républicain a dit on restera le temps qu'il faudra. Oui, et si ça dure 100 ans... Et ensuite, les démocrates commencent à utiliser cette question d'être là pendant 100 ans, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une présence militaire dans le Moyen-Orient pendant 100 ans. Oui, c'est vrai. Mais même quelqu'un comme Angelina Jolie, qui n'est pas
carrément un républicain, vient de revenir d'Irak. Elle a dit, le surge marche. J'entends ça des gens des NGO, des Nations Unies, tout ça. Tout ce que je peux conclure, c'est que le surge marche en Irak et c'est mieux. La voix d'Angelina Jolie compte dans la campagne électorale aux États-Unis? Oui, bien sûr. Ouais. Nous, on est fascinés par les célébrités. Non, moi, je le trouve joli, Angelina. Mais franchement, quand quelqu'un de ce côté-là, qui n'est pas républicain, qui n'est pas du tout un fan de George W. Bush, revenir de l'Irak en disant « j'ai vu que ça marche mieux ». Et il faudra qu'on soit responsable. C'est tout ce qu'elle a dit. Alors, concernant l'Irak, et là, les trois candidats, je pense, sont d'accord. Ils sont tous les trois en faveur de la fermeture de Guantanamo. Enfin, ça, c'est pas directement l'Irak, mais c'est dans la lutte contre le terrorisme, donc la prison américaine qui est située sur Cuba. Je pense que les deux candidats démocrates, mais aussi John McCain, s'est dit favorable à la fermeture de Guantanamo. Je crois que c'est dans l'intérêt de n'importe quelle personne qui veut être président des États-Unis de commencer au moins par là. C'est une des plus grosses bêtises qu'on a commis pendant tous ces temps. Donc oui, je crois que ça serait raisonnable. La guerre en Irak, ça a, je dirais, abîmé l'image des États-Unis dans le monde. Stuart Hogan. Certainement la façon de faire. Je ne sais pas, à l'époque, évidemment, on avait les Allemands et les Français qui, au dernier moment, ont changé leur point de vue sur cette question. Là, pour moi, ça joue toujours plutôt à une question politique nationale pour la France et pour l'Allemagne, au lieu d'une question internationale politique, de point de vue de Jacques Chirac pur et dur. Oui, vous parlez du débat à l'ONU au moment où, et le fait où la France et l'Allemagne n'ont pas soutenu moi, je pense que c'était plutôt une question de concurrence entre la France et l'Angleterre pour avoir le plus d'impact, plus d'influence vers les États-Unis, et ça n'a pas marché. Mais c'est certain que soit l'invasion, la guerre même, ou soit la façon de faire après, c'est sûr que ça nous a abîmés sur le plan international. Est-ce que l'image que les États-Unis donnent d'eux-mêmes à l'étranger, est-ce que ça compte aux États-Unis? Est-ce que c'est important? Est-ce que les Américains sont conscients de cette image? Est-ce que c'est important pour eux? Ou bien ils s'en foutent du reste du monde pour parler? Dire honnêtement, ils ne sont pas tellement conscients parce qu'il y en a qui croient encore que le reste du monde nous voit. Ils veulent que le reste du monde nous voit comme bon et honnête, parce que c'est vraiment une image que nous avons de nous-mêmes. Et je pense qu'au fond de nous-mêmes, je pense qu'on l'est. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point que ces dernières années ont abîmé notre réputation. Et d'ailleurs, ils ne se rendent pas compte le mal qu'on a fait nous-mêmes aux autres dans ces dernières années. Honnêtement, les Américains ne veulent pas faire de mal de quelqu'un d'autre, je ne pense pas en général, mais c'est qu'eux, ils pensent qu'ils ont fait de bien quelque part. Stuart Hogan, les Américains ne sont pas conscients, comme dit Constance Bord, à quel point leur image a été abîmée? Non, je pense que non. On n'est pas très internationaliste, malheureusement. Et, vous en êtes conscient parce que vous vivez à l'étranger? Oui, moi je vis à l'étranger depuis 18 ans et ensuite j'étais au Japon et en Grèce et ailleurs. Mais les Américains, non. C'est pas normal. La plupart des Américains n'ont jamais quitté les États-Unis. Pour eux, c'est un pays. On est assez isolationniste comme politique et c'est un peu bizarre pour les gens d'imaginer les autres, ils ont un point de vue sur nous. C'est le paradoxe des États-Unis. C'est très isolationniste d'un point de vue politique et en même temps, c'est le pays qui intervient le plus à l'étranger. La plus grande puissance du monde. Non, c'est ça. Et là, je vais dire quelque chose sur John McCain, car je pense que c'est quand vous voulez faire fin à une guerre qui est mal tournée ou qui était mal gérée, on ne devrait pas avoir peur d'un ancien soldat comme John McCain, car les soldats n'aiment pas la guerre. Ils ont déjà fait. Ils savent que les gens se font tuer. En tout cas, c'est un argument électoral qu'il va utiliser. Oui, exact. Et c'est pas lui qui va s'attaquer à tout le monde. C'est lui qui va mettre bonne fin à cette guerre, mais avec responsabilité et crédibilité pour les États-Unis et le reste du monde. Je suis malheureusement encore pas d'accord sur John McCain. John McCain, il a cette notion de bien et de mal, de ennemi et d'amis. Une notion assez simpliste que beaucoup d'Américains assez manichéennes ont du reste du monde. Et pour moi, c'est ça qui est très dangereux chez quelqu'un comme John McCain. C'est qu'il pense qu'il y a de mal quelque part, les gens qui nous veulent. Et ça, c'est ce qui le rattache à George Bush, c'est sa vision du monde. Et c'est ça leur vision du monde qui, pour moi, ferait peur. Il n'a pas peur de dire « bombe Iran ». Il n'a pas peur.
Bomb Iran, ça veut dire donc il n'a pas peur de dire il faut éventuellement bombarder l'Iran. Il ne faut pas oublier, Jacques Chirac l'a dit aussi, Nicolas Sarkozy l'a dit aussi. On aura le choix, soit l'Irak avec le bombe, ou soit on bombe l'Iran avec le bombe, ou on bombe l'Iran. C'est très dangereux. C'est pas que John McCain qui aurait dit quelque chose comme ça. Je ne dis pas que c'est que John McCain. Je dis qu'il y a une partie du monde qui pense comme ça. Il y a une autre partie qui ne pense pas comme ça. Oui, il y a une partie du monde qui est réaliste et une autre partie qui veut mettre la tête dans le sable. Quoi. Mais à tous les deux, une question. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, à part la guerre en Irak, évidemment, qui concerne les Américains au premier chef, puisqu'il y a eu pratiquement 4000 soldats américains qui sont morts là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres sujets internationaux qui sont dans la campagne électorale? Et je pense en particulier au Proche-Orient, à ce qui se passe entre les Palestiniens et les Israéliens. Évidemment. Et par exemple, est-ce que les candidats démocrates sont en faveur de la création rapide d'un État palestinien? On se rend compte de l'urgence de la question. Bon, vous me demandez, vous le savez bien, une question très, très complexe. Oui. Et je ne pourrai pas répondre à tout. Mais je peux vous dire que les derniers 4 ans n'ont pas arrangé les choses. L'administration Bush, je ne sais pas pour quelle raison, a eu une sorte de connivence avec le parti le plus à droite en Israël qui soit. Et ce n'est pas pour dire que l'Amérique est anti-Israël, mais il y a beaucoup de partis d'Israël qu'on n'a pas entendus dans ces dernières années. Et j'entends la politique nette et claire de Barack Obama et de Hillary Clinton, bien que Hillary Clinton a peut-être changé un petit peu, mais c'est quand même de... Quand vous dites net et clair, ça veut dire qu'ils sont pour la création d'un État palestinien, mais George Bush est aussi pour un État palestinien. J'allais dire tout le monde se prononce. Qu'est-ce que vous entendez, Constance Borg, par une position nette et claire du Parti démocrate? Bon, ce n'est pas peut-être net et clair, mais de savoir qu'il faut écouter les gens qui veulent la paix dans le Moyen-Orient, ce qui n'a pas été fait, et regarder ces derniers jours, ça aussi c'est net et clair. Et je pense qu'il faut changer notre politique vraiment le plus vite possible. Ça devient catastrophique en Israël. Et si le Parti démocrate ne le ferait pas, je serais très, très déçue. Mais je pense que, au moins parce que je n'ai pas entendu récemment la politique de Hillary Clinton, mais je sais que depuis hier, j'entends la politique de Barack Obama. Et je sais qu'il y a une envie de changer le plus radicalement possible. En quelques secondes sur cette question du Proche-Orient. Tout ce que je dirais, c'est que je suis d'accord, c'est une question complexe, mais je ne suis pas d'accord sur les motivations des gens comme George W. Bush et d'autres, que ce serait quelque chose de connivence ou quelque chose. Car il faut demander, Bill Clinton, il avait 8 ans dans la Maison-Blanche. On avait le même problème dans le Moyen-Orient et dans Palestine, et on n'a rien fait. On n'a rien fait. Il n'a pas réussi non plus. Je suis désolée, on n'a pas eu le même problème que nous. Vous renvoyez dos à dos les présidents démocrates ou républicains pour... Ils n'ont rien fait. D'un côté ou l'autre, ils n'ont rien fait. Non, mais il a essayé. Il a essayé. Il y avait des négociations tout le temps. On n'était pas loin. En un mot, un pronostic pour le 4 novembre. Qui sera le futur président des États-Unis? Constance? Ce serait un démocrate. Je ne sais pas lequel, mais ce serait un démocrate. Et entre les deux, votre cœur balance? Vraiment. C'est Barack Obama contre John McCain, et je pense que ce sera John McCain qui l'emporte. Merci à nos deux invités que nous avons cru sur parole, c'est la règle de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'adresse internet de l'émission, je vous la rappelle, vous pouvez nous envoyer vos critiques, vos remarques, vos suggestions, vos encouragements sur parole tout attaché @tv5.org. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez revoir l'émission dans sa totalité sur le site de TV5, tv5.org. Voilà. Merci à tous, merci à vous. Merci. À bientôt, au revoir.